toutes et à tous et je me réjouis de vous retrouver. Ça marche? Oui, et je salue aussi à distance tous ceux qui nous suivent grâce à notre système vidéo sur Internet. Je suis très heureux d'accueillir Bertrand Badi, que je vais présenter rapidement en retrouvant mes lunettes, mais je le connais suffisamment pour presque pouvoir m'en passer. Docteur en sciences politiques, agrégé de sciences politiques, un itinéraire universitaire qui l'amène d'abord être ici, dans ces lieux, maître assistant, pas rien. Et donc, c'est une retrouvaille. Puis professeur à l'université de Clermont-Ferrand et surtout très longtemps professeur à l'IEP de Paris, où il est désormais professeur émérite. Je pourrais vous retrouver sur des curriculum vitae, Wikipédia, etc., des tas d'autres informations. Vous rappelez quand même ces dernières publications. Le Monde ne sera plus comme avant, sous sa direction et celle de Dominique Vidal, en 2022-2023. Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale chez Odile Jacob en 2021. Et là, peut-être que la conférence de ce soir repartira de ces réflexions de cet ouvrage. Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, en 2020, aux éditions du CNRS. L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, Odile Jacob en 2019. Quand le Sud réinvente le monde et c'est sur la puissance de la faiblesse, la découverte 2018. Nous ne sommes plus seuls au monde, nouveau regard sur l'ordre international, Paris, la découverte 2016. Je pourrais continuer, citer beaucoup d'articles. Pourquoi je le fais? D'abord pour saluer l'importante contribution, publication de Bertrand Badi. Mais évidemment, derrière la sécheresse de cette présentation, il y a une formidable injustice, c'est de ne pas rendre compte de l'importance de son auteur, de Bertrand Badi, dans l'étude des relations internationales. Il a apporté en France à toute cette réflexion à la fois une contribution importante, originale, personnelle, sortant au départ, j'allais dire, des sentiers battus de réflexions qui étaient toutes très statocentrées autour des écoles réalistes ou libérales, et il a lui-même creusé cette voie en France. Alors, il le discutera lui-même. Est-ce qu'il faut le classer parmi les transnationalistes, avec Rosenow, avec d'autres? Il dira lui-même non. En revanche, ce qu'il a apporté à toute la réflexion, c'est un intérêt à la sédimentation historique des évolutions, à la prise en compte des facteurs culturels, au fait que les relations internationales ne sont pas que les relations entre les États, mais qu'il y a de multiples acteurs qui aujourd'hui interviennent sur la scène internationale. Et il le fait, au fond, au début des années 90, notamment, un moment de conversion personnelle de ses réflexions de sociologie politique comparée à un intérêt pour les relations internationales. Et on est à une époque où, évidemment, toute cette contribution est majeure, parce qu'elle va faire précipiter une prise de conscience sur la façon de penser le monde, non pas systématiquement avec les concepts de la guerre froide ou des concepts à peine adaptés, ou comme on le fait aujourd'hui, parce que on a l'impression d'une régurgitation historique de l'histoire à partir tiens, c'est le retour de la guerre en Europe, tiens, c'est une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, etc., etc. Non, d'une part, je pense qu'il a utilement amené à décentrer la réflexion à partir d'autres points de vue sur les études internationales. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le retour de la guerre en Europe, la position, la rivalité des puissances ramène un questionnement. Est-ce que justement ce qu'il critiquait, cette idée d'une réification des États, est-ce qu'on n'est pas de nouveau confronté à des logiques qui, certes, n'éliminent pas les autres acteurs, mais font qu'en tout cas, dans le moment présent, la question des rapports de force entre les États, de la rivalité de puissance, n'est pas dominant. Mais est-ce que ce n'est pas un abus
une façon de nous-mêmes ne pas regarder complètement le monde tel qu'il est, mais c'est une première interrogation. Je le laisse répondre. Je dirais qu'il y a une chose, et il nuancera sans doute la présentation que je fais là, il y a une seule chose certaine, c'est qu'on ne peut pas penser le monde de demain avec les schémas mentaux et des concepts qui sont eux-mêmes des concepts anciens. Alors, on est très heureux évidemment de l'avoir là, votre présence nombreuse, vous êtes régulièrement nombreux, mais là je sens bien, et je continue, si vous me le permettez, Bertrand Badi, pour éviter que les gens prennent le temps de s'installer, pour éviter d'être dérangés dans votre propre conférence. Donc je continue encore un peu, si vous me permettez, et donc pour dire qu'on est vraiment très très heureux de vous accueillir. Vous avez choisi une thématique pour un apprentissage de la sécurité globale. Vous allez d'abord nous fournir l'apprentissage de votre titre plus clairement, mais je disais tout à l'heure qu'on pourra utilement se reporter à cet ouvrage « Repenser la sécurité internationale » paru en 2021. On peut, puisque je me suis permis d'évoquer votre propre généalogie intellectuelle, se reporter aussi à un article de Stéphane Paquin, Badi avant Badi, le titre est génial quand même, Badi avant Badi, qui montre bien comment justement votre réflexion sur les relations internationales ont été aussi nourries d'une première étape qui était plutôt celle de réflexion de sociologie politique comparée. Vous connaissez bien les règles dans ces conférences. D'abord, vous avez le temps de vous exprimer longuement. Peut-être que je me permettrai d'échanger avec vous un peu après. Et puis après, c'est la parole à la salle. Et comme toujours, d'abord la parole aux étudiants qui ont dû préparer cette conférence, et puis ensuite aux auditeurs libres qui nous ont rejoints. Et si vous le permettez, je vous passe immédiatement la parole en vous disant combien on est heureux et honoré de votre présence ce soir. Merci beaucoup. D'abord, je suis très sensible à l'invitation, à cet honneur qui m'est fait. J'ai été très touché de recevoir ce message, et cet honneur décuple lorsqu'il s'agit de prendre la parole dans un amphithéâtre, dont je dirais, première provocation, elles sont nombreuses, de mon propos, qu'elle évoque d'abord mai 68. Et oui. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait dans cet amphi, mais tout cela remonte à la surface et m'est humainement très fort. Je voulais vous remercier des propos introductifs qui me gênent un peu, parce que maintenant il faut que je grimpe jusqu'au niveau que vous avez désigné, mais enfin je ferai de mon mieux. Et je vous remercie surtout d'être venus. Si nombreux, je suis là aussi impressionné. J'espère que vous trouvez quand même un minimum de confort. Je vous vois serrés les uns contre les autres. Déjà, ils se tiennent chaud parce qu'avec les réductions de température, à partir de 18h, l'amphithéâtre se refroidit, ce qui ne sera pas le cas ce soir. Oui, mais on va chauffer de toute façon. Merci pour tout cela. Et effectivement, mon titre est volontairement énigmatique, pour un apprentissage de la sécurité globale. Alors, j'essaye dès à présent de décrypter ce titre un peu étrange. C'est que la sécurité globale, bien sûr, je vais présenter ce concept, je vais le discuter, parce qu'il n'est pas aussi évident qu'on peut le croire, à tel point d'ailleurs que 2 parlementaires ont cru que la sécurité globale, c'était tout autre chose, et ont déposé une proposition de loi sur la sécurité globale qui visait à garantir la sécurité des policiers, ce qui m'a valu de recevoir des dizaines et des dizaines de mails de mes collègues et amis anglo-saxons. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Ils sont devenus fous. Ça fait 30 ans que Global Security est au centre de la réflexion et du débat. Comment se fait-il que 2 zigomards, si vous me permettez ce concept, interprètent ainsi ce concept qui a quand même été porté sur les fonds baptismaux dès les années 80? Bon. Donc ce concept, bien sûr, on va en parler, mais c'est la notion d'apprentissage qui me paraît intéressante. Pourquoi? Parce que la véritable énigme, ce n'est pas la sécurité globale. On en connaît maintenant les contours, je vous en dirai bien sûr un mot et un peu plus tout à l'heure, mais c'est le passage à la sécurité globale. C'est-à-dire la manière dont soit les États
vont l'apprivoiser, et je vous dis tout de suite qu'on en est loin, soit peut-être la manière dont la sécurité globale va apprivoiser les États. Malheureusement, je pense qu'on en est loin également. Reste l'essentiel, l'enjeu. Lui, l'enjeu, il est là depuis fort longtemps. Et donc, ce qui m'intéresse depuis un certain temps, c'est de voir comment un enjeu peut être capté par l'espace mondial. C'est ça le centre de ma réflexion. Comment cet enjeu, dont j'essaierai de vous montrer qu'il est évident, devient l'un des éléments structurants, sinon des institutions, mais des débats, et au-delà des débats, des comportements sociaux. Mesdames et messieurs, cette phrase, elle est vraiment introductive, parce que je suis en ce moment dans une phase où j'essaye de sortir de cette dimension trop objective des relations internationales, comme si les relations internationales étaient une chose, et une chose qui pèserait sur nous autres acteurs. Eh bien non. Les femmes et les hommes, les humains de cette terre, ont une part irréductible de liberté et sont de facto les médiateurs entre les structures et les événements. C'est la raison pour laquelle, et je le dis à nos amis étudiantes et étudiants, méfiez-vous de la géopolitique. Méfiez-vous de ces déterminismes structurels. Méfiez-vous d'avoir cette vision pessimiste de l'humanité qui ferait des humains la chose des cartes. Non, les cartes, c'est nous qui les dressons, c'est nous qui les lisons, c'est nous qui les interprétons. Le monde est ce que nous en faisons. Et cette redécouverte de la médiation humaine, cette subjectivation des relations internationales, vous me demandez à quelle école j'appartiens, ben, j'appartiens à la mienne, bien entendu. Mais derrière la mienne, il y a cette tentative de réhabiliter le subjectif dans les relations internationales. Après tout, notre monde d'aujourd'hui, dont vous dites que c'est le retour de la guerre, de machin, etc., ben, c'est surtout des choses qui se passent dans la tête d'un acteur, Vladimir Poutine, et qui interprète à soi seul quantité de paramètres que l'on considérait comme véritablement inhérents à une géopolitique mondiale. Bon. Alors, ça, rassurez-vous, ce n'est que l'apéritif, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Et ça m'amène à vous dire que ce qui est passionnant en relations internationales, c'est bien entendu de comprendre comment celles-ci changent et se transforment. C'est très difficile en sciences sociales de déterminer le changement, parce qu'on ne peut analyser le changement qu'à partir de paradigmes qui sont permanents. Et donc, on loupe le changement. Le changement, c'est ce qui doit nous surprendre. Le changement, c'est ce qu'un sociologue et philosophe allemand sur lequel je travaille en ce moment, Helmut Pressner, explique comme étant l'insondabilité des acteurs humains. Le changement, c'est quelque chose de totalement mystérieux de façon permanente. Alors on ne peut pas le deviner, il n'y a pas de futurologie, on ne peut jamais répondre à la question « alors qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ?» C'est une question extra-scientifique. Ce que l'on peut, c'est interpréter ce que l'on voit à partir de la connaissance de la subjectivité de ceux qui participent à fabriquer l'événement. Et ceux qui participent à fabriquer l'événement aujourd'hui, ce n'est pas seulement les princes. C'est ça que M. Kissinger a oublié, c'est-à-dire il a tendance à rester dans ce qui était l'objet de sa thèse, le Congrès de Vienne, croyant que des princes ou leurs plénipotentiaires autour de la table de négociation peuvent à eux seuls refaire le monde. C'était peut-être possible hier, ça ne l'est plus aujourd'hui, car aujourd'hui le social court plus vite que le politique, et ça c'est un paramètre qu'il faut intégrer dans l'analyse des relations internationales. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il veut dire que dès qu'on se penche sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les mutations incessantes de la sécurité, il faut prendre en compte des rencontres.
c'est-à-dire des événements, c'est-à-dire l'effet du fortuit, et puis surtout la subjectivité qui interprète ces événements. Alors je voudrais commencer par une page très connue, emblématique, mais qui est réellement à l'origine de notre pensée moderne de la sécurité. Nous sommes en 1588 et une dame attend un enfant. Cette dame s'appelle Madame Hobbes. Elle attend un enfant dont elle ne sait pas encore que ça sera le petit Thomas Hobbes, le Léviathan. Et elle apprend par la BBC que part d'Espagne une invincible armada qui va envahir l'Angleterre. Et les historiens nous disent que cette dame a été traumatisée, était prise de panique, à tel point qu'elle a accouché de manière prématurée. Oui, mesdames et messieurs, le philosophe qui a inventé notre modernité est un prématuré. Et les psychanalystes qui adorent ce genre de situation se sont précipités pour dire « Hobbes a été toute sa vie marqué par cette angoisse sécuritaire. » Mais oui. Et le pauvre, il n'avait pas fini d'en voir, puisqu'à mesure qu'il va grandir dans ce monde, il va être confronté à un des événements les plus catastrophiques de notre histoire européenne, la guerre de 30 ans. Il avait 30 ans quand a commencé la guerre de 30 ans, en 1618. Et peut-être cherchait-il à se consoler en se tournant vers la politique intérieure Angleterre. Manque de chance. On était en Angleterre à l'époque en pleine guerre civile. Guerre civile terrible qui a valu notamment au roi Charles, pas l'actuel, mais celui de l'époque, d'être décapité. Alors ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Confronté aux affres d'une naissance marquée du sceau de l'angoisse de l'invasion, marqué par une actualité internationale extrêmement sanglante, c'est une des guerres les plus sanglantes, la guerre de 30 ans, et marqué en même temps par un chamboulement et une instabilité intérieure. Et au centre de la pensée de Hobbes, il y a cette idée qui nous paraît tellement familière qu'on oublie de la questionner, consistant à dire à quoi sert le politique ? Eh bien, à assurer la sécurité des individus. Tout le monde est convaincu de cela. Quand je donne cette définition aux étudiants, c'est tout juste s'ils la prennent en note parce qu'ils considèrent que c'est évident. Mais non, ce n'était pas évident du tout. Longtemps auparavant, Aristote, je ne sais pas si vous l'inviterez un jour à venir présenter une conférence, Aristote expliquait la politique, c'est l'art de la coexistence entre individus. Cela dit, vous mettez au même plafond. Oh non, non. Je suis que son respectueux élève. Hein. D'autres vous diront, mais non, la politique, c'est la prestation de la solidarité, c'est la prestation de la redistribution. Il y a en fait quantité de définitions du politique, mais notre pensée politique moderne s'est stabilisée sur cette idée que la politique, c'est l'allocation de la sécurité. Et à partir du fameux pacte social qui est très connu, je n'insisterai pas, consistant à établir que le souverain vous demande une part de votre liberté pour, en échange, assurer votre sécurité. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire deux choses. L'une qui est absolument évidente, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sans souveraineté. N'oubliez pas ça, parce qu'aujourd'hui, il va falloir complètement rediscuter cette idée. Mais ça veut dire une deuxième chose. Et j'ai interrogé M. de la Palisse pour avoir confirmation de mon intuition. Si la sécurité est assurée par le souverain, la compétition entre souverains devient inévitable et sans solution, puisqu'ils sont souverains.
Et c'est ainsi qu'à bas bruit a été introduit l'un des piliers de notre pensée politique occidentale européenne, j'insiste sur ces deux adjectifs modernes, à savoir que la guerre est fonctionnelle dans les relations internationales, seul moyen de régler les différends entre États. C'est quand même très lourd comme postulat. Et moi, quand j'ai la chance d'en discuter avec des collègues africains, les Africains n'en reviennent pas. Ils disent, mais nous, on a une définition. Vous savez qu'en langue poulard, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la paix, c'est tout autre chose. La paix, c'est la santé de la collectivité à laquelle vous appartenez. C'est très intéressant. Là, la paix, dans notre tradition, du coup, n'a plus de définition positive. Elle n'a de définition que négative, ce que Raymond Aron appelle l'entre-deux-guerres. La paix, c'est la non-guerre. Et donc, nous sommes confrontés à toute une série de conséquences énormes qui conduisent d'ailleurs Hobbes à dire très tranquillement que les États, enfin les souverains, sont entre eux comme des gladiateurs. Donc apparaît le spectre de la guerre permanente qui ne peut être contenu que par le fameux concept très populaire dans l'histoire anglo-saxonne de balance of power, d'équilibre de puissance. Eh bien, probablement que cette équation, fixée à tout jamais en 1651, c'est-à-dire pratiquement écrite au moment de la paix de Westphalie 1648, tout porte à considérer que cette équation a dominé l'histoire des relations internationales jusqu'en gros la chute du mur, 1989. Mais c'est très important de le noter, cette définition du politique lié à la sécurité liée à la souveraineté, et la souveraineté liée à une infinie compétition entre États, a donné naissance au premier système international organisé. Mais attention, ce système international organisé n'était qu'un système européen, auquel l'Amérique du Nord a eu beaucoup de mal à s'intégrer. Je ne reviens pas sur la doctrine Monroe, sur le messianisme américain, une autre grammaire potentielle. Mais admettons que tout ceci ait pu tenir jusqu'en 1989, à peu près. Mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini. Ça ne tient plus. Hobbes est mort pour la deuxième fois, et cette fois-ci de manière définitive. Pourquoi ? 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la décolonisation. La décolonisation a marqué un tournant que nous n'avons pas su ni pratiquer ni étudier. Car la décolonisation, pour la première fois, a marqué la victoire du faible sur le fort. J'avais 4 ans lors de Dien Bien Phu, mais je m'en souviens comme si c'était hier, le traumatisme que cela représentait. Et ne parlons pas de la guerre d'Algérie et d'une façon générale de la décolonisation qui n'a pas affecté seulement, bien entendu, la France. Cette rupture est profonde parce qu'elle a détaché l'idée de puissance et de sécurité. La puissance n'est plus désormais cette garantie absolue de la sécurité qu'elle était dans le modèle hobbésien. Et surtout, la décolonisation, mais j'y reviendrai plus largement tout à l'heure, a cassé cette construction culturelle de la sécurité pour intégrer dans le nouveau système international d'autres cultures de la paix et de la guerre. La deuxième rupture, c'est la dépolarisation. Lorsque le 2 décembre 1989, Mikhaïl Gorbatchev, en rade de La Valette, a dit à George H. Bush, qui en est resté Bush B. Ah oui, c'est de là que vient l'expression. Quand il lui a dit « l'URSS n'a plus d'intérêt à la compétition avec l'Occident ». C'est une phrase très forte.
C'est peut-être probablement le premier pas en direction de l'intelligence d'un système international mondialisé, où effectivement l'interdépendance l'emporte sur la compétition. Et nous n'avons pas fini d'en assumer les conséquences. Je ne développe pas, peut-être pourrons-nous revenir sur ce point. Et le troisième élément, mais le plus important, c'est la mondialisation. Alors, la mondialisation, je le dis à nos amis étudiants, vous savez qu'il n'y a pas de définition de la mondialisation. Il n'y a pas de consensus de la communauté scientifique sur la définition de la mondialisation. Et d'ailleurs, petit secret, quand on veut coller un étudiant, on lui demande de définir la mondialisation, on est sûr de le revoir à la session de septembre. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe en science quand on ne peut pas définir un concept dont on a compris qu'il était essentiel? Eh bien, on fait de la symptomatologie. À défaut de donner une définition, on s'accorde sur un certain nombre de symptômes. Et si vous prenez peut-être le meilleur spécialiste au monde de la mondialisation, le politiste néerlandais Jan Hart Scholte nous propose 3 symptômes, 3 critères de la mondialisation: l'inclusion, l'interdépendance, la mobilité. Et ça nous ouvre à un certain voyage du concept de sécurité. Parce que l'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est dans le même bateau, sauf peut-être les Palestiniens et un certain nombre de peuples laissés en marge. Mais ça veut dire surtout que la mondialisation invente de facto le système social le plus inégalitaire qui soit, avec un indice Gini qui est autour de 0,65, ce qui est absolument énorme, et qui fait que, par exemple, coexistent dans le même système monde la République centrafricaine, 600 $ par habitant et par an de PIB, et le Luxembourg, 110 000 $ par habitant et par an. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelque chose qui va faire sauter au plafond un certain nombre d'entre vous, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Ça veut dire que dans l'agenda des enjeux internationaux, les enjeux sociaux l'emportent désormais en gravité et en importance sur les enjeux stratégiques. Et ça, c'est une énorme révolution. C'est une énorme révolution. Parce que, effectivement, le monde ne peut pas acquérir ce que autrefois on appelait l'équilibre de puissance quand il y a de telles inégalités sociales sur le plan mondial. L'interdépendance, là aussi j'ai repassé un coup de fil à M. de la Palisse, c'est le contraire de la souveraineté. Donc la découverte de cette interdépendance dont on voit qu'elle meuble la chronique actuelle des relations internationales et qui me fait dire que la guerre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'hier, eh bien cette interdépendance casse complètement le schéma hobbésien parce qu'il n'y a plus de réponse souveraine. Et puis, bien entendu, le troisième élément, c'est la mobilité. Alors ça, j'attire votre attention, mes amis étudiants en particulier, étudiantes et étudiants, sur cette révolution méthodologique qu'il faut faire. N'oubliez jamais que le système westphalien, celui qui a été inventé en 1648 sur les bases que j'indiquais tout à l'heure, est un système statique, territorial. État et statisme, c'est la même racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est pensé dans l'ancien système international à partir de la fixité, d'où l'importance des frontières, l'importance du territoire, l'importance des États. Alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, tout est fondé sur la mobilité. Dans le drame du Covid, j'ai découvert ce rapport absolument éblouissant, co-rédigé par des chercheurs de l'université de South California et d'Arizona, dans lequel ils disent « mais arrêtez de chercher quelle est l'origine du Covid-19 ». Parce qu'il n'y a plus de terminus à quo, il n'y a plus de terminus ad quem. Tout bouge tout le temps. Et ce qu'un grand sociologue français comme Pierre Roll appelle « sociologie du mouvement » nous permet ainsi d'entrevoir cet aspect inversé du monde qui nous est offert par le mouvement perpétuel succédant au principe statique.
Ce qui fait, entre autres conséquences, ça c'est pour faire enrager quelques-uns, que la migration est l'avenir du monde. Bon, j'espérais plus de cris dans la salle. C'était pour pouvoir... Et donc, tout ceci nous amène à entrevoir une conception inversée de la sécurité. Et cette image inversée de la sécurité, on va la construire dans un instant, mais je voudrais juste vous dire qu'à partir du moment où on est dans une logique d'interdépendance, on entre dans une logique de système, et à partir du moment où on est dans une logique de système, on n'est plus dans une logique dyadique, qui était celle de Hobbes, c'est-à-dire le gladiateur face à un autre gladiateur, c'est-à-dire l'ami face à l'ennemi, pour reprendre la dualité schmittienne. On entre dans un monde où la pathologie dérive du système plus que de l'autre. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais je voulais vous montrer ce point d'attache. Et puis enfin, on arrive dans un monde qui, en ce moment, justifie mes recherches, qui est un monde dont la principale énigme est l'intercompréhension. Alors, il y a quelques années, j'ai dit qu'il ne faut plus employer le mot international, parce qu'on est dans l'intersocial. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il ne faut plus employer intersocial, il vaut mieux aller directement à intercompréhension. C'est-à-dire le ressort même des relations internationales, dans leur conflictualité comme dans leur concorde, est fondé sur le jeu de compréhension entre les acteurs. La mondialisation fait que les acteurs qui agissent dans notre monde sont à tout moment suspendus à deux risques de non-compréhension. Le fossé culturel, d'abord. Est-ce que vous croyez que M. Xi Jinping a la même représentation de la paix que M. Macron? Est-ce que vous croyez que sur la table de chevet de M. Xi Jinping, je ne l'ai jamais vu, la table de chevet en question, figurent Hobbes, Clausewitz et Carl Schmitt? Est-ce que vous croyez qu'à Téhéran, qu'à Tombouctou, qu'à Lagos, qu'à Singapour, on ait la même représentation de la paix, de la guerre, de la nation, du territoire, de l'équilibre, tout ce que l'on peut considérer? Donc nous sommes dans une formidable bataille de sens qui, si elle n'est pas maîtrisée, conduit au malentendu systémique. Mais il y a pire que ça. Si vous suivez Hobbes, il construit tout son système sur le partage d'une rationalité unique. Ce qui me frappe dans la littérature hobbesienne, c'est que tous les gladiateurs sont animés exactement par la même rationalité, qui consiste effectivement à assurer ma sécurité face à la menace que l'autre fait peser, et j'ai de mon voisin et de moi-même la même idée de la menace. Le système international européen a fonctionné comme ça pendant des siècles et des siècles. Finalement, tous les acteurs du système international européen entre le XVIIe et le XIXe siècle avaient la même culture, la même lecture. Et les rois, ils étaient même tous cousins, c'est bien qu'à la fin... Voilà. Donc, ce partage de codes était double. Il était culturel et il était rationnel. Aujourd'hui, il y a cette dissonance culturelle, mais il y a aussi cette dissonance de rationalité. Et ça, c'est très important. Parce que dès lors que les princes n'ont plus le monopole des relations internationales, vous avez sur la scène internationale, que j'appellerais scène mondiale, des acteurs qui obéissent à des rationalités politiques, qui peuvent être très différentes pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, mais aussi des rationalités économiques, sociales, religieuses, culturelles. On peut tout imaginer, et il faut tout imaginer.
je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'avais été terriblement traumatisé en écoutant un ministre d'un certain pays, ministre des Armées, je ne dirai pas lequel, vu mon obligation de réserve de fonctionnaire émérite, qui disait, ben voilà, c'est pas compliqué, la guerre au Sahel, c'est l'Occident et la France qui se protègent contre le risque terroriste. Ah, c'était très hobbesien, c'était exactement cette uniformité des rationalités. Mais mettez un orteil au Sahel et regardez ce qui s'y passe. Vous avez des rationalités terroristes, je ne sais pas trop ce que c'est, mais admettons provisoirement. Vous avez des rationalités mafieuses, mais vous avez des rationalités communautaires, mais vous avez des rationalités religieuses, mais vous avez des rationalités de survie. Le chef de village qui doit assurer que sa population ne périsse pas et qui obéit à une rationalité différente. Nous sommes dans un jeu international où viennent s'entremêler des rationalités qui ne sont pas transitives les unes aux autres. Alors évidemment, tout ça, ça fait beaucoup, et ça m'amène, si vous voulez, à deux interrogations. Moi, en tant qu'internationaliste, j'ai une série de questions. Première question, quel sens, moi, je donne au concept que j'utilise? Ce qu'on oublie toujours de faire. Et ça, je le dis à nos amis étudiants, commencez déjà par voir comment vous comprenez ce que vous dites. Deuxièmement, quel est le sens que l'acteur donne aux catégories que vous utilisez pour le décrire? Troisièmement, quel est le sens que l'acteur qui lui est opposé donne à ces mêmes catégories? Et quatrièmement, comment l'acteur B perçoit ce que peut être le sens de l'acteur A. C'est un billard à triple bande. Quand on agit sur la scène internationale, on produit du sens face à un acteur qui produit un autre sens et qui a de votre propre sens sa propre représentation. C'est commode les négociations dans ces cas-là. C'est la raison pour laquelle, si on a le temps, je vous dirais que moi je ne crois plus du tout à la négociation dans le jeu international actuel. Parce qu'il n'y a plus de branchement de rationalité qui est la condition fondamentale de toute négociation. Alors, je vous disais que cette mondialisation porte un nouveau modèle de sécurité. Et ce nouveau modèle de sécurité, c'est la sécurité globale qui s'oppose à la sécurité nationale. Sécurité nationale, je ne reviens pas dessus, elle est parfaitement décrite par Hobbes, dans sa nature et dans ses enjeux. Et la sécurité globale, qu'est-ce que c'est? Je ne hasarderai pas une définition, il faut toujours être très prudent, mais quelques indications. Moi, je dirais que c'est un bien social dont aucun acteur n'a le plein monopole. Et c'est un bien social qui est solidaire du système tout entier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plusieurs choses extraordinairement importantes. Ça veut dire d'abord ce que fort intelligemment cette grande institution onusienne, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avait énoncé dans son rapport novateur de 1994, inspiré par deux grands économistes. Vous connaissez l'un, peut-être moins bien l'autre. Celui qui est très connu, prix Nobel, c'est l'économiste indien Amartya Sen, marqué par ces catastrophes alimentaires auxquelles il avait assisté lorsqu'il avait 14 ans au Bengale, son pays d'origine. Et l'autre, c'est un économiste pakistanais, Mahboub ul-Haq. Et eux deux ont inspiré ce formidable rapport, moi, que je psalmodie tous les soirs avant de me coucher, et qui vous dit finalement, cette sécurité humaine, c'est celle qui consiste à libérer les humains de la peur. Free from fear, c'est le slogan. Et Sen et Mahboub ul-Haq disent, les peurs en question, elles sont de cette nature. C'est les 7 cavaliers de l'Apocalypse. L'insécurité alimentaire,
10 millions de morts par an. L'insécurité climatique, ils disent environnementale. L'OMS nous dit que c'est à peu près 8 millions de morts par an. L'insécurité sanitaire, on ne sait même plus combien c'est de millions de morts par an. L'insécurité économique. L'insécurité qu'ils appellent culturelle, alors petite définition, insécurité culturelle, c'est celle qui menace les minorités culturelles dans leur pays. L'insécurité individuelle, c'est l'atteinte à l'habeas corpus, c'est l'atteinte aux droits de l'homme ou aux droits des humains. Et enfin, un terme que j'aime pas, insécurité politique, parce que ça prête à confusion, qui, en fait, dans leur esprit, renvoie à insécurité institutionnelle, c'est-à-dire l'insécurité que crée une insuffisance institutionnelle. Ça, c'est l'élément de départ. C'est quand même très intéressant, parce que c'est tout un programme, déjà. C'est un programme de recherche, c'est un programme d'action. Mais ce qui est intéressant, c'est de décortiquer cette nouvelle insécurité, et donc cette nouvelle sécurité, et de découvrir à l'intérieur qu'elle prend le contre-pied de la sécurité nationale. Parce qu'elle n'est plus fabriquée par un ennemi. Elle n'est plus le produit d'un stratège. Oh, bien sûr, l'ennemi ou le stratège peut manipuler, mais c'est tout à fait secondaire. C'est une insécurité qui est produite par le système tout entier. C'est deuxièmement une insécurité qui ne renvoie pas, et ça je vous supplie de bien garder ça en tête, à ce jeu à somme nulle. Ce que tu gagnes, je le perds. Ce que je perds, tu le gagnes. Non, c'est une insécurité qui renvoie, je dirais, au bon ordre systémique. C'est-à-dire, si elle est combattue, le système améliore ses performances. Si elle n'est pas combattue, le système aggrave ses dysfonctions. Et à chaque fois, c'est l'humanité tout entière qui est atteinte. Là, une insécurité technologique. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Et donc, vous voyez l'énorme tournant qui se présente, à savoir le propre de la sécurité nationale, c'est sa prise en charge relationnelle par un État face à un autre État, alors que l'insécurité globale suppose la prise en charge du système tout entier pour le système tout entier, ce qui annonce le concept en même temps important, décrié et ignoré. Je ne vous donnerai pas l'identité de cet acteur politique français important qui, pas plus tard que la semaine dernière, a réussi à sortir 2 bourdes dans 1 minute en disant « Tiens, vous me demandez ce que c'est que la sécurité humaine, j'ai été voir sur Google. » Et après, qui a dit « Ah bah oui, global governance, oui, ça c'est un concept libéral. » Oubliant que la Commission on Global Governance, celle de M. Rampal et Carson, avait été faite justement pour contenir, endiguer les pressions du néolibéralisme. C'est-à-dire que ça implique effectivement une gouvernance globale. Alors, rassurez-vous, je m'approche de la fin, et je terminerai en essayant de faire quelques hypothèses sur la mise en place de cette gouvernance globale. Je voudrais, avant, vous dire 2 choses que je tiens pour très, très importantes. La première, c'est que l'insécurité globale, elle tue 2 fois. Elle tue à travers les chiffres désastreux que je vous ai donnés, 10 millions de morts du fait de l'insécurité alimentaire. Ça veut dire que la faim provoque 8 attaques par jour sur le World Trade Center. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un enjeu. Et à ce moment-là, on nous parlait de war on terrorism. Je n'ai jamais entendu parler de war on hunger. Bon. Mais elle tue une 2e fois, cette insécurité globale. Et c'est ça qui est important. Dans la mesure où la sociologie des nouveaux conflits internationaux montre à quel point la sécurité, l'insécurité globale, l'insécurité humaine est à la racine de la nouvelle conflictualité. Vous connaissez ce livre révolutionnaire écrit par Mary Kaldor en 1999, Old War, New Wars, dans lequel elle nous dit, attention, les nouvelles guerres ne ressemblent plus aux anciennes. Et évidemment, il y a une différence énorme.
c'est que la vieille guerre, la guerre hobbesienne, c'était le choc des puissances. Les nouvelles guerres, c'est des chocs de faiblesse. C'est-à-dire le résultat non pas d'une rivalité de puissance, mais d'une décomposition sociale et institutionnelle. Prenez le Sahel, prenez la Somalie, prenez la République démocratique du Congo, prenez le Yémen, prenez l'Afghanistan, vous trouvez la matrice de la faiblesse aux commandes. Et derrière cela, vous trouvez les effets directs de cette insécurité humaine. Il ne faut pas oublier qu'au Sahel, la désertification, elle croît de 10 cm par heure. Le temps de mon baratin, là, il y a déjà 10 cm de plus de désertification. Ce qui veut dire régression des terres arables, alors qu'on est en pleine explosion démographique en Afrique. Ça veut dire que les pasteurs n'ont plus de fourrage à donner à leur bétail, donc ils vont le piquer aux agriculteurs qui, du coup, ne peuvent plus cultiver, et donc ils se tapent dessus. Et il y aurait beaucoup d'autres facteurs, d'autant que ce qui caractérise l'insécurité humaine, c'est qu'elle est systémique, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire crée les conditions de l'insécurité sanitaire, l'insécurité climatique renforce les conditions de l'insécurité sanitaire et de l'insécurité alimentaire, tout ça c'est systémique, et tout ça crée une situation de conflictualité qui est gérée de manière extrêmement technique par un corps nouveau que j'appelle les entrepreneurs de violence, par exemple des djihadistes, n'est-ce pas, qui tirent les dividendes de cet effet systémique pour effectivement prendre les avantages qu'ils recherchent. Ça, c'est le premier élément. Et c'est l'élément qui fait que si on veut maintenant progresser dans le chemin de la paix et de la sécurité, le traitement social des conflits est plus important que le traitement stratégique de ceux-ci. Rassurez-vous, je vais parler de l'Ukraine. Hein. Ne préparez pas une question, l'Ukraine, c'est le contraire. Non, je vais vous montrer que ce n'est pas le contraire. J'y arrive. Mais, en revanche, vous voyez deux énormes problèmes se profiler. Deux énormes problèmes. Le premier problème, je l'identifierai en empruntant la fameuse, très belle formule de l'épistémologue américain Richard Rorty lorsqu'il parle de cercle herméneutique. Alors, ça fait bien dans un dîner de sortir ça, du style vous oubliez le cercle herméneutique. Bon, ça vous permet de garder l'avantage parce que personne ne sait ce que c'est, ou presque. Mais c'est une idée très forte. Rorty nous dit, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la partie autrement qu'en la rapportant au tout, mais on ne peut pas comprendre le tout autrement qu'en le rapportant à la partie. C'est-à-dire que l'on est dans un jeu dont on voit très bien qu'il frappe la gouvernance globale d'une quasi-aporie. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une gouvernance globale autrement qu'en alignant les acteurs qui peuvent participer à cette gouvernance, mais ces acteurs vont immédiatement déployer une rationalité qui va casser la gouvernance globale. Ça, c'est l'histoire de la COP. Vous savez, l'autre jour, j'ai fait un cauchemar. Je peux raconter mes rêves. J'étais en 2325 et je vivais toujours. Pourquoi pas? Nicole, c'est un cauchemar pour qui? Et il y avait M. Laurent Delahousse qui, lui, vivait encore. Alors ça, c'est la double peine. Ah bah oui. Et qui disait, après avoir parlé de je ne sais qui, je ne sais quoi, qui disait se tient en ce moment la COP 312 à Trifouilly-les-Canards. Grande victoire, disait-il, car les délégations se sont mis d'accord pour que d'ici 30 ans, la température baisse de 1 degré. Comme ça, on passera de 52 à 51. Voilà. C'est ça, le cercle herméneutique. C'est-à-dire que toute insertion de la partie dans une gouvernance globale ramène la gouvernance globale à une addition d'intérêts nationaux. Et ça, très modestement, je vous dis que je n'ai pas la solution. D'autant que vous avez, après ce premier dilemme, un deuxième que j'extrais du High Level Panel, le
panel de haut niveau, convoqué par ce très grand monsieur qui était Kofi Annan, qui s'est appelé, c'est en 2004, la Commission sur un monde plus sûr, qui a rendu un rapport très intéressant, et qui lui parle de cercle vicieux meurtrier. Cercle vicieux meurtrier qui veut dire que dans une logique d'intégration, chaque élément a une rationalité de désintégration. C'est encore plus poussé que l'hypothèse de Rorty parce qu'elle introduit quelque chose qui est extrêmement important, qui est le principal ennemi de la sécurité globale, qui est le court-termisme. C'est-à-dire que la sécurité globale implique des sacrifices très élevés dans l'immédiat pour obtenir des dividendes favorables dans un temps moyen ou long, alors que vous serez allongé sous terre et que vous ne pourrez pas en bénéficier des résultats. La rationalité politique est une rationalité à court terme. Et cette rationalité à court terme fait que, inexorablement, l'acteur politique préfère donner des avantages à court terme à ses électeurs ou à sa population, beaucoup plus que demander des sacrifices en disant « vous verrez, vos arrière-petits-enfants en bénéficieront ». Et ça, c'est effectivement ce paradigme qui n'est pas un paradigme démocratique, qui est un paradigme politique. Dans les dictatures, c'est exactement la même chose, à une sauce différente, qui fait qu'effectivement, le cercle vicieux devient meurtrier. C'est ce que le général de Gaulle aurait appelé la différence entre un homme politique et un homme d'État. Mais il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'hommes d'État et qu'il n'y a que des hommes politiques. Alors, à partir de là, un apprentissage est-il possible ? 10 minutes, c'est bon ? Tout le temps. Bon, alors je prends le temps de boire. Évidemment, vous comprenez, et ça c'est au centre vraiment du débat théorique en relations internationales, que la confrontation des paradigmes se résume à l'opposition du fonctionnalisme et de la puissance. Le fonctionnalisme a été porté pour la première fois par un auteur que je cite pour nos amis étudiantes et étudiants parce que c'est un très grand monsieur qui est oublié, parce qu'on préfère parler de... Enfin, je ne vais pas donner de nom. Ce grand monsieur, c'est David Mitrani, qui a écrit en 1943 un tout petit livre, une cinquantaine de pages, qui s'appelle « A Working Peace System ». C'est-à-dire, si vous avez un peu voyagé, vous prenez, ça veut dire un système de paix en marche, qui fonctionne. Et qui explique que le fond de la gouvernance, on ne parlait pas encore de gouvernance à l'époque, mais en fait ça revenait à ça, c'est la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Il faut inverser le politique. C'est-à-dire non pas se demander ce que l'État va faire, mais qui est le plus en mesure de satisfaire les besoins humains et les besoins sociaux. Vous comprenez que ce paradigme-là, qui est devenu le paradigme fonctionnaliste, qui a inspiré quantité de travaux sur la construction européenne, sur l'intégration régionale, mais aussi sur la guerre et sur la paix, n'a jamais pu progresser parce qu'il prend à contre-pied le paradigme de la puissance. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est évidemment la formidable résilience des États. À tel point que je me permettrai de vous dire qu'il y a aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui non pas dans un système international, mais dans deux systèmes internationaux. Le système imaginé et le système réel. Le système imaginé, c'est celui des princes qui se croient encore à l'époque du Congrès de Vienne et qui effectivement fonctionne strictement en fonction de ce paradigme pour des raisons d'éducation, de culture, de socialisation, mais pour des raisons d'intérêt, parce que cette conception de l'international optimise leurs avantages, alors que la gouvernance globale fait entrer toute une série d'acteurs avec lesquels il faut composer. Et puis vous avez à côté le système réel, celui qui marche, celui qui fonctionne, et qui est ignoré des dirigeants et qui produit des événements, des enjeux, des problèmes, des catastrophes, des espoirs,
qui fabrique en même temps le printemps arabe, les révolutions, les soulèvements dans les rues de Téhéran, l'explosion contre le confinement en Chine, qui a produit la décolonisation, qui produit les mobilisations transnationales, etc., mais qui n'est donc, pour cette raison, en roue libre et qui n'est contrôlé par personne. Et effectivement, le jeu des États, et c'est en cela que moi je ne récuse pas la théorie réaliste, parce que la théorie réaliste permet de comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire la manière dont les princes continuent à raisonner. Les princes continuent à raisonner comme si Metternich et Bismarck étaient toujours vivants. Et ça, regardez pendant le Covid, c'était absolument extraordinaire. La manière dont on s'est empressé de nationaliser le Covid, alors qu'au contraire, ce nouvel enjeu devait conduire à le mondialiser. Alors moi qui en loupe pas une, première interview que j'ai eue en mars 2020, j'ai dit au journaliste qui m'interrogeait, une chose est sûre, c'est que d'ici quelques mois, les compétences de l'OMS vont être sensiblement renforcées. Tu parles, Charles. C'est exactement le contraire qui s'est produit. On a étouffé l'OMS. Et regardez cette manie des frontières dans le traitement du Covid. La Chine se déconfine, arrive un avion de Shanghai, oh là là, on va rétablir les frontières, les contrôles, les machins, les trucs, etc. Ouais. Mais tu oublies un truc, c'est que le risque d'attraper le Covid est 1000 fois supérieur entre Strasbourg-Saint-Denis et République qu'à la sortie de Roissy de 100 pèlerins qui viennent de Chine. Pourquoi ? Eh bien, parce que entre Strasbourg-Saint-Denis et République, vous avez une densité des interactions sociales, et cette densité des interactions sociales, c'est ça qui aujourd'hui produit l'événement, plus que la frontière. D'ailleurs, j'ai interrogé une fois un virus, je lui ai dit, ça vous impressionne un douanier ? Il se marrait encore du sketch de Fernand Reynaud sur le douanier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, ce réflexe de la nationalisation. Alors, je vous avais dit que ça terminerait comme ça, l'Ukraine. Alors moi j'entends des trucs absolument extraordinaires sur l'Ukraine. Une nouvelle guerre froide. Ça c'est extraordinaire, une nouvelle guerre froide. Celles et ceux de ma génération se rappellent ce qu'était le contexte de la guerre froide, et si vous regardez le contexte aujourd'hui, c'est drôle, c'est pas tout à fait la même chose. Troisième guerre mondiale, nouvelle guerre mondiale. Il y a même quelqu'un que je ne nommerai pas parce que je l'aime pas, qui a écrit la Troisième Guerre mondiale a commencé. Là, vous voyez de qui je... Bon, très bien. Et c'est incroyable. C'est d'autant plus incompréhensible que nous sommes, avec la guerre d'Ukraine, face au total inédit. Personnellement, j'ai osé, sur la pointe des pieds, un concept, c'est-à-dire on n'est pas dans une guerre mondiale, on est dans une guerre mondialisée. C'est-à-dire non pas une guerre dont tous les acteurs seraient partie prenante sous forme de la guerre des nations d'autrefois, mais ce phénomène unique dans l'histoire, nouveau, d'irradiation. C'est-à-dire une guerre qui au départ est binaire, Russie contre Ukraine, a un effet immédiat de double irradiation. D'abord, irradiation géographique. Il se trouve que j'étais au Tchad au moment où a été déclenchée cette guerre. Et les Tchadiens, tout de suite, se sont posé la question de savoir, mais nous, on n'y est pour rien et on va en payer les conséquences. Et cette guerre, dès le 25 février, elle était commentée avec angoisse en Zambie, en Corée, au Sénégal, ça a même déplacé le président Macky Sall, en Polynésie, etc. Mais pas par une mobilisation des armées, mais par un phénomène d'irradiation. Deuxième effet d'irradiation, c'est l'irradiation sectorielle. C'est-à-dire cette guerre a immédiatement touché tous les secteurs de l'activité humaine, économique, énergétique, culturel, sportif, tout un tas de choses dont on nous parle beaucoup en ce moment. Je passe, tout ceci est connu. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au fait qu'il a fallu une semaine à M. Poutine pour perdre la guerre à l'ancienne, justement cette troisième guerre mondiale dont on parlait. C'est-à-dire, rappelez-vous le 24 février,
Léon Zitrone nous disait « Demain, la Russie est à Kiev ». L'ambassade américaine suggérait à M. Zelensky, l'ambassade américaine réputée très bien renseignée, d'aller se réfugier au fin fond de l'ouest ukrainien. Et puis ça ne s'est pas produit. Et donc il y a ce terrible échec de cette guerre militaire qui très vite est devenue une guerre sociale. Et c'est là que je fais le pont avec le reste. C'est-à-dire, bien sûr, les armes livrées à l'Ukraine ont été essentielles, c'était absolument évident. Mais la résistance sociale devient un paramètre tout à fait nouveau et fondamental. Jamais une résistance sociale, sauf avec les guerres de décolonisation, n'a eu un tel effet. Et surtout que cette résistance sociale, elle est à triple, peut-être quadruple détente. Quid de la résistance sociale russe? On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Quid de la résistance sociale des pays européens et de la société américaine? Moi, je vois chavirer un peu la société américaine en ce moment, du point de vue du soutien accordé à l'Ukraine. Et quid du système monde? Et en même temps, c'est dans ce système monde que se trouve la solution. Une négociation russo-ukrainienne n'est pas possible, mais en revanche, une régulation globale, malheureusement, entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies est mort et on ne l'a pas remplacé. Mais une régulation globale devient maintenant la seule piste possible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les diplomaties se sont adaptées à cette guerre globalisée, notamment à travers ce qu'on appelle le régime des sanctions, qui me paraît être un mauvais terme, parce que je pense qu'entre ce qui se passe avec la Russie et ce qui s'est passé hier avec Cuba, l'Iran ou la Corée du Nord, on a affaire à deux phénomènes tout à fait différents. Là, le pari, ça a été l'exclusion. Puisque tu te comportes mal, on t'exclut du monde. Alors, personne ne sait aujourd'hui si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Moi, je suis autant agacé par ceux qui disent que les sanctions ne marchent pas que ceux qui disent que les sanctions, ça marche. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais on voit en revanche un jeu à triple détente qui se met ici en place et qui vient caresser toutes ces logiques de sécurité globale dont je parlais tout à l'heure. C'est d'abord le projet d'asphyxie de l'économie et de la société russe, c'est-à-dire créer une situation d'insécurité globale. Deuxièmement, c'est l'effet de cette insécurité visée sur l'ensemble du système, c'est-à-dire peut-on sanctionner, exclure la Russie sans mettre en danger la sécurité d'autres peuples. Et enfin, c'est l'effet rétroactif sur celui qui sanctionne, qui est à son tour effectivement victime. Donc vous voyez, nous avons affaire à une logique systémique qui est vraiment la nouvelle histoire de la sécurité. La sécurité, elle est globale là aussi, c'est-à-dire rien de ce qui se fait en matière sécuritaire n'a d'autre effet que globaux. Et dans ce jeu de globalité, bien malin serait celle ou celui qui trouverait la bonne porte de sortie, parce que l'on ne sait pas aujourd'hui comment, à terme, les choses vont fonctionner. Et c'est ça qu'il faut effectivement observer. Alors, et c'est ma conclusion, dans cette évidence, l'enjeu est aujourd'hui global, ces difficultés, c'est-à-dire tout ce qui rend incertain le processus de mise en œuvre de cette sécurité globale, tout ce qui l'empêche, quelles sont les perspectives de réalisation, d'accomplissement, de réinvention de la sécurité? Je crois qu'il y a deux principes. C'est sur ces deux-là qu'il faut miser, mais je crois que je mourrai avant de savoir s'ils ont vraiment fonctionné, parce que ça va demander du temps. Le monde change sous l'effet de deux matrices, la peur et l'utilité. Si vous regardez le multilatéralisme, il s'est construit de façon chaotique sous l'effet de la peur. D'ailleurs, c'est à la fin de chacune des guerres mondiales qu'on a fait un progrès dans le sens de la multilatéralisation des rapports internationaux. Avec la SDN en 1919,
en oubliant le grand Léon Bourgeois qui en était vraiment l'inspirateur, et avec la Charte de San Francisco en 1945. C'est la peur qui a donné naissance à cet ancêtre de l'OMS qui était en 1904 l'Office international de l'hygiène publique. C'est la peur qui a conduit effectivement à transformer très tardivement l'OIHP en OMS. C'est la peur qui a peu à peu mis en place les très timides structures qui encadrent les enjeux de sécurité climatique. Le problème, c'est que le Covid a montré que la peur n'était pas encore assez forte. Alors, est-ce qu'il faut un super Covid pour dépasser ce blocage? C'est sous présidence chinoise et avec la bénédiction trumpienne que le Conseil de sécurité a refusé de prendre une résolution robuste sur le Covid. Et la perle revient à M. Vassili Nebenzia, représentant de la Russie au Conseil de sécurité, qui, lorsque le Conseil sous présidence allemande s'était élargi à d'autres membres pour discuter des questions climatiques, Nebenzia, qui a peur de rien, alors c'est mieux que du Fernand Reynaud, a sorti cette phrase incroyable: parler de sécurité climatique au Conseil de sécurité est non seulement inutile, mais contre-productif. Ah oui, il faut le faire. Bon, même au caveau de la République, on ne l'aurait pas fait. Donc, il y a encore une réflexion sur la peur. Et à mon avis, c'est ça qui va déterminer le grand mouvement de bascule vers la sécurité globale. C'est-à-dire, les dividendes de la sécurité nationale sont encore plus élevés que la peur inspirée par la sécurité globale montante, ou l'insécurité globale montante. Ou alors l'utilité. Moi, c'est le langage que je parle aux princes, mais de toute façon, ils ne veulent pas me recevoir, donc je parle dans le vide. Oui, parce que je me considère comme très mal élevé. J'aime mieux vous le dire à la fin qu'au début, parce que vous ne m'auriez peut-être pas laissé parler, du coup. Et il faut leur dire, écoutez, vous y gagnerez. La mise en place, c'était l'intelligence de Kofi Annan, ça veut dire, mais la mise en place des OMD, puis ensuite des ODD, c'est une façon de vous enrichir. Il y a la peur et l'appât du gain. Et effectivement, je crois que c'est là que réside l'une des chances, que de dire, mais finalement, on y gagnera. Je vais dire quelque chose de terrible, mais le Covid n'a pas tué suffisamment de monde pour convaincre les gouvernants qu'une gouvernance sanitaire globale est économiquement avantageuse. Voilà. Eh bien, c'est sur ces phrases très optimistes que je prends congé de votre écoute. Je vous remercie beaucoup. Comme on dit en anglais, thank you for your time, parce que j'ai beaucoup apprécié votre écoute. Merci. Merci beaucoup. C'est sympa, ça. Ils sont bien élevés. Non, ce sont gens sympas, agréables. Plus quelques réflexions en contrepoint qu'en contradiction. Hobbes, traumatisé. Il y a quelqu'un d'autre qui était très traumatisé, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, c'est Hannah Arendt. Et elle constatait qu'effectivement, si on faisait de la guerre la pièce d'institution de la société politique, on ne pouvait pas sortir de sa répétition. Mais en même temps, si on fait, comme elle le proposait, de mettre la guerre aux côtés pour construire autrement la société politique, comment pense-t-on politiquement la guerre ? Deuxièmement, dans votre réflexion, on voit bien qu'il y a le système international, enfin une réflexion sur la nécessité de prendre l'ensemble des enjeux de sécurité d'un point de vue très holistique, mais à la fin, celui qui peut contribuer à la réparation ou à la solution, c'est quand même une coopération d'État dans un système interétatique.
Donc comment cet État finalement qui pourrait être diabolisé parce que fauteur de troubles, il peut être aussi faiseur de paix, il peut être aussi pas simplement dans des rapports conflictuels ou compétitifs avec les autres, mais dans des rapports de coopération. C'est d'ailleurs en essayant de ramener à un niveau à peu près équivalent de reconnaissance juridique, d'existence politique que les États, qu'on pensait qu'ils pourraient davantage coopérer entre eux que s'ils sont des entités trop diverses et au milieu de trop d'acteurs variés. Donc à un moment, est-ce qu'il y a une espèce de normalisation, alors conduisant vers quoi, vers quelle forme, qui favorise la coopération ? Peut-être troisième contrepoint, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors vous l'avez bien nettement mis en avant, les pires catastrophes ne sont pas forcément, heureusement, produites par les conflits, encore que, mais dans les crises sanitaires, les crises environnementales produisent beaucoup plus de morts à la surface de la planète. Mais alors, si on voit la guerre ou le conflit que comme un dysfonctionnement du système international, est-ce que ça, je dirais, on n'en vient pas à une forme de relativisation des morts par conflit par rapport à d'autres catastrophes ou de conflits. D'ailleurs, c'est un peu la loupe qu'on avait sur les conflits intra-étatiques par rapport aux conflits inter-étatiques qui reviennent, considérant, oui, génocide au Rwanda, mais on était polarisé sur les seuls conflits dans lesquels les Occidentaux intervenaient. Voilà un peu quelques réflexions perlées, avec quand même le fait que par rapport à d'autres formes d'insécurité institutionnelle, l'État est le seul cas de démocratie démocratique pour les démocraties qui existent. Voilà, on n'organise pas des élections au niveau mondial, avec difficulté au niveau européen pour gérer un certain nombre de questions. En tout cas, au niveau national, on peut le faire. L'État est encore le cadre de solidarité intergénérationnelle. Au lendemain de jours de manifestations et peut-être de semaines de grève, la question des retraites, on la traite dans un seul pays. Je ne sais pas comment les problèmes de protection sociale pourraient se traiter autre part que dans le cadre étatique. Alors évidemment, ce cadre étatique, il est régressif. Il ne correspond pas à notre monde. Mais voilà, on y est ramené. Donc, juste quelques contrepoints, si vous voulez réagir. Et puis ensuite, je passe la parole à la salle. Oui, non, je vous remercie beaucoup parce que, comme toujours, les commentaires ou les contrepoints ont pour utilité de montrer les faiblesses de l'exposé, c'est-à-dire ceux dont j'aurais dû parler et que je regrette de ne pas avoir eu le temps de dire. Donc ça me donne du coup les temps additionnels, comme on dit dans une autre forme de compétition. Le problème de la coopération entre États est quelque chose de très très intéressant, qui a été mise en évidence par toute une école en relations internationales que vous avez sûrement rencontrée, qui est l'institutionnalisme libéral, ou le libéralisme institutionnel, et notamment aux États-Unis, cet homme important dans la discipline des relations internationales, qui est Robert Keohane, mais aussi Joseph Nye. C'est surtout Keohane qui a travaillé sur cette idée et qui essaye, qui a un raisonnement évidemment sympathique, mais que je trouve pervers, alors que l'homme ne l'est pas du tout. Mais sympathique parce qu'il dit, mais finalement, l'optimum des intérêts des États, c'est dans la coopération. C'est-à-dire, les États gagnent davantage à coopérer que s'affronter. Alors, c'est vachement sympa, comme ça, c'est rassurant. Et effectivement, cette école a porté toute une série de gens. Alors, Kennedy, déjà, d'un certain point de vue, Keohane n'était pas encore véritablement dans le jeu, mais les prédécesseurs de Keohane allaient dans ce sens, et puis ensuite, on va le retrouver chez la plupart des présidents démocrates, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de très pervers là-dedans, qui est de dire finalement que la paix suppose la transaction. Et à partir du moment où on est dans une logique de transaction, on est en même temps dans une situation de limite de la paix. C'est ce que je disais à propos des COP tout à l'heure. C'est-à-dire, très bien de faire de la transaction, mais la transaction a une matrice qui est la matrice de l'intérêt national. Et ça, c'est un concept
auquel j'aurais dû tordre le cou tout à l'heure et sur lequel je vais m'exercer de manière malicieuse. D'abord, mes chers amis étudiantes et étudiants, l'intérêt national, ça n'existe pas. C'est une notion subjective. L'intérêt national, c'est l'interprétation que chaque entrepreneur politique donne de ce qui, dans son esprit, est l'intérêt national. Croyez-vous que Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon aient la même représentation de l'intérêt national? S'ils n'ont pas la même représentation de l'intérêt national, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt national objectif. L'intérêt national de la France, c'est d'être au Sahel ou pas être au Sahel? C'est d'être dans l'OTAN ou c'est pas être dans l'OTAN? C'est de livrer des armes à l'Ukraine ou c'est pas de livrer des armes? À chaque fois, vous avez un débat. Et vous vous apercevez de l'hyper-subjectivité de la notion d'intérêt national. Alors que l'intérêt global n'est pas une notion subjective. Elle est subjectivée par le fait qu'on peut avoir de la sécurité alimentaire, des représentations différentes. Mais personne ne dira « Oh ben non, crever de faim n'a aucune importance, personne n'oserait... » Enfin, il y en a peut-être qui le pensent en secret, mais enfin, ça ne peut pas construire véritablement un projet politique, sauf dans des situations ultra dramatiques. Il faut vraiment chercher du côté du Troisième Reich pour entrer dans ce genre de logique. Et donc, ça veut dire que l'institutionnalisme libéral nous conduit dans une impasse et constitue même un alibi du déni de gouvernance globale. Et finalement, les réalistes seraient davantage portés à la gouvernance globale à partir de l'argument utilitaire que l'institutionnalisme libéral qui bute toujours cette idée, oui, transaction. Et ça, c'est un débat extraordinairement intéressant parce qu'il est tabou, chose qu'on n'ose pas trop dire. Bon, quand vous dites que l'intérêt national n'existe pas, alors là, généralement, vous vous faites engueuler. Alors, ce que vous dites sur les morts par conflit, vous avez tout à fait raison de dire ça. D'abord, moi, je pars du postulat humaniste qu'un mort vaut un autre mort. Enfin, bon, je ne pense pas qu'il y ait une autre axiologie possible. Mais moi, je suis persuadé, bien sûr, il y a des conflits qui sont indépendants de l'insécurité globale. Le conflit ukrainien, il ne s'interprète pas en termes d'insécurité globale, je vous l'accorde. En revanche, directement, il touche à l'insécurité globale. Mais la plupart des autres conflits sont liés à une insécurité globale. C'est-à-dire à ce que... Alors, je l'ai nommé en anglais, parce que ça fait plus chic quand vous dites quelque chose en anglais. Ce que j'appelle la weakness politics. C'est-à-dire un ordre politique qui est contrôlé par les logiques de faiblesse. Et ça... par exemple, prenez un conflit dont tout le monde se fiche éperdument, qui est le conflit yéménite, qui est extraordinairement meurtrier. Mais il est à la convergence de toutes les faiblesses, économiques, sociales, institutionnelles, tout ce que l'on peut imaginer. C'est moi ce que j'appelle le traitement social. Comme il y a un traitement social du chômage, il y a un traitement social de la conflictualité, où là, on sauve des vies humaines, parce qu'on empêche, effectivement... Alors, il y a quelque chose où je suis vraiment très, très coupable de ne pas l'avoir dit, et vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas que la gouvernance globale, qui est dans les limbes, encore maintenant, suppose la suppression des autres niveaux, des autres échelons. C'est ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau. Et je suis impardonnable de ne pas l'avoir dit, et même de ne pas l'avoir dit en anglais, multi-level game. C'est-à-dire... plusieurs auteurs anglo-saxons ont employé un néologisme qui attire les sarcasmes poujadistes, qui est glocalisation. Glocalisation, c'est le mariage de globalisation et localisation. C'est-à-dire l'idée que je trouve vraiment très forte, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de mondialisation organisée qui ne suppose une renaissance du pouvoir local. Ça, je suis impardonnable de ne pas en avoir parlé, parce que je pense qu'effectivement, c'est le pouvoir local et l'acteur local qui sont les vrais porteurs de cette sécurité globale.
Vous n'aurez jamais un ministre mondial de l'agriculture qui va régler les problèmes. Ça ne se passera jamais comme ça. Alors, les États ne vont jamais disparaître, en tous les cas pas dans les décennies, peut-être les siècles qui viennent, mais ils devront redéfinir leur positionnement par rapport à cette gouvernance globale, mais surtout par rapport à l'acteur local. Et le grand problème des conflits, et notamment du conflit sahélien, ça vraiment, j'en ai parlé avec beaucoup en même temps d'universitaires et de politiques africains, c'est qu'ils vous disent, mais la seule porte de sortie, c'est l'autorité locale. Alors, quand certains princes vous disent on ne négocie pas avec les terroristes, les autorités locales au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ils négocient tous les jours avec les terroristes, parce que ça leur permet de maintenir une chaîne alimentaire indispensable à la survie. Et c'est très bien comme ça. Et si on redonnait plus de pouvoir à ces autorités locales, elles finiraient par neutraliser ces pressions de violence. Et effectivement, nous sommes passés du local au national à la fin du Moyen-Âge et lors de la Renaissance parce que le local était en crise. Maintenant, c'est l'inverse, c'est le national qui est en crise et on retourne au local. Et c'est absolument indispensable. Le grand problème, c'est le problème du Conseil de sécurité, c'est que le local ne parvient pas à pénétrer les espaces des institutions internationales. Et résultat, effectivement, le problème reste sans solution. Merci beaucoup. Alors, on passe aux séries de questions. D'abord, les étudiants, toujours. Monsieur. Question au premier rang. Bon, une question ici, ensuite, monsieur. Ici. Mademoiselle, allez-y. Voilà, vous serez ensuite, et ensuite, monsieur. Enfin, Antonin. Konietzka. Allez-y, allez-y. Bonsoir à tous. Si ça marche, oui, c'est bon. Donc, merci pour la leçon, donc, c'était très instructif. On a pu voir depuis 2015 il y a eu un certain repli sur la sécurité nationale, avec une sorte d'antiglobalisme, avec une vague populiste, notamment en Europe, avec l'élection de Trump aussi, l'America First et tout ça. C'était peut-être dû donc à la crise migratoire et puis le risque terroriste qui arrive en Europe. Mais donc, on va pas faire de futurologie, comme vous l'avez dit. Donc, la gouvernance globale, comment elle se porte aujourd'hui, finalement? On a vu avec le Covid, malgré des oppositions internes dans les pays, il y a quand même une réponse commune. En Europe, il y a une réponse commune pour la vaccination. Ça a été fait communément. Avec l'Ukraine, on sait que Poutine joue sur notamment les divisions internes, idéologiques. Il avait parié sur le fait qu'en Europe, il y aurait des divisions face au globalisme, comme on peut dire. Et finalement, ça n'a pas pris, parce que même s'il y a des contestations, il y a une réponse commune aussi en Europe. Est-ce que la gouvernance globale, elle est enterrée ou est-ce qu'elle a un avenir? On va parler de futur, mais comment elle est donc aujourd'hui? Peut-être la réponse sera les élections américaines, on verra. Quelle dynamique ça va prendre, mais je vous laisse développer. Merci beaucoup, mademoiselle. Je préfère répondre parce qu'après j'oublie, puis souvent ça sert d'alibi, les questions gênantes, on fait semblant de les avoir oubliées. Alors allez-y, allez-y. Pardon, je vais essayer d'être rapide. D'abord, votre question est excellente, et là aussi vous mettez le doigt sur quelque chose que j'aurais dû dire. Il faut voir que, d'abord, l'enjeu, c'est pas la gouvernance globale, l'enjeu, c'est la mondialisation. La gouvernance globale, c'est une piste dont il y a quand même des débuts de réalisation. Moi, je disais toujours à mes étudiants à Sciences Po, comptez le nombre de gouvernances globales dont vous bénéficiez dans une journée. Si vous n'en trouverez pas 20 ou 30, c'est que vous n'avez pas compté. Elles tournent à plein pour gouverner les communications, gouverner les échanges de toute nature, etc. etc. Permettre aux avions de voler, et d'atterrir et de décoller. Bon, mais si vous prenez la mondialisation, alors... Il y a un terme, moi, qui me fait hurler, j'espère que je vais savoir me contenir, c'est le terme de démondialisation, qui veut strictement rien dire. Parce que la mondialisation, contrairement à ce qui est trop couramment dit, ce n'est pas un phénomène économique, c'est un phénomène technologique, lié à cette explosion de la communication qui a été jusqu'à, justement, faire disparaître la territorialité. C'est-à-dire, si véritablement la territorialité est ébranlée aujourd'hui, c'est parce que je peux être immédiatement en correspondance avec Singapour. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand il fallait téléphoner à l'étranger. Il fallait déposer une journée de congé pour téléphoner à l'étranger. Bon, maintenant, avec le petit téléphone portable, vous avez Johannesburg, Sydney, etc. Bon, donc tout ça, c'est un phénomène technologique profond qui ne s'abolit pas. Simplement,
c'est vrai que la mondialisation suscite toute une série de frustrations sociales. Et ça, c'est un chapitre très très important, vous avez tout à fait raison. J'imagine que quand on a inventé la brouette, il y a dû y avoir la même frustration sociale et la même campagne pour la débrouettisation. C'est exactement la même chose. Bon, c'est-à-dire cette peur très sociologique de toute transformation des conditions technologiques des relations qui sous-tendent les relations sociales. Et effectivement, nous sommes dans cette temporalité de dénonciation, de frustration d'une mondialisation que les entrepreneurs politiques savent manipuler pour dire c'est la cause de votre malheur. Le trumpisme, c'est ça, le pénisme, c'est ça, et on pourrait ainsi continuer. Bon, et ce qui est très intéressant, mais ça nous entraînerait peut-être vers autre chose, peut-être une autre soirée, c'est que nous sommes passés du coup du stade de la revendication au stade de la colère. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, les gens se mobilisent non plus pour demander quelque chose, mais pour tout simplement exprimer leur ras-le-bol. On le voit bien en ce moment avec les retraites. Et un homme politique français que Nicole connaît bien nous disait un jour, effaré, j'ai été voir les Gilets jaunes et je leur ai dit, mais on pourrait discuter. Et ils m'ont répondu, mais on ne veut pas discuter. Alors je leur ai dit, mais vous avez sûrement des revendications. On n'a pas de revendications. On a la colère. Et cette colère sociale, c'est devenu un paramètre essentiel des relations internationales. Elle irrigue les relations internationales, et notamment par le biais de ce que vous dites très justement, qui est le national-populisme. Mais je voudrais citer juste, en conclusion de ma réponse, cette très belle phrase du grand sociologue et philosophe Todorov, qui, une fois j'étais en débat radiophonique avec lui, qui a terminé son intervention en disant « Mais le nationalisme dans le monde d'aujourd'hui n'a rien à vendre ». Et je pense que c'est tout à fait ça. Ça permet d'alimenter effectivement, ou d'alimenter, de faire écho aux frustrations anti-mondialisation, mais ça ne propose aucune solution. De même que lorsqu'on nous parle de souveraineté européenne, de souveraineté énergétique, extraordinaire souveraineté énergétique, ah bon, le jour où on trouvera du pétrole en forêt de Fontainebleau et de l'uranium en Lombardie, oui, on pourra commencer à parler de souveraineté énergétique et peut-être que ce jour-là, hop, se renaîtra de ses cendres. Mais on n'en est pas là. Mademoiselle. Bonsoir, merci infiniment pour votre intervention. J'avais simplement une question qui peut-être se rapproche finalement assez du sujet vers lequel nous sommes partis avec la dernière réponse. Vous parliez à un moment de deux systèmes qui s'opposent, celui des princes et le système réel qui fonctionnerait en roue libre. Et je me demandais, est-ce que le second système ne pourrait pas être assez puissant pour qu'il soit rationnellement intéressant de l'écouter, d'être pris en compte par le système des princes ? Et voilà, pourquoi est-ce que les États n'auraient pas intérêt à écouter ces remises en cause profondes qui menaceraient peut-être leur sécurité ? Merci beaucoup. Merci. D'abord, j'adore votre question, je la trouve très pertinente, et puis c'est une porte d'ouverture. Je pense que c'est plus une porte d'ouverture, c'est le début de solution. C'est-à-dire que je suis à la recherche des entrepreneurs politiques de ce monde qui comprendront qu'il y a une carte à jouer à se faire l'interprète et le gérant de ces dynamiques nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un jeu très dangereux qui se joue en ce moment dans le sillage du conflit ukrainien. C'est que Poutine, qui est un piètre stratège, n'est pas un mauvais politique, et a compris qu'il pouvait tirer les dividendes de ses défaites militaires en se présentant un peu comme le tribun du Sud et en expliquant au Sud, voyez, comme vous, je suis victime de cet hégémonisme occidental. Donc, groupons-nous et demain, mon international sera le genre humain. Ah, bon, c'est un peu ça. Et moi, combien j'ai souffert de voir dans les rues de Bangui ces drapeaux russes brandis comme symbole de la liberté. Bon, c'était incroyable, mais c'était sincère. C'était sincère. Alors, il y a la possibilité, probablement, de recapter cette énergie dans une autre direction. J'ai confiance dans certains pays émergents
qui peuvent tenter de jouer cette carte, qui peuvent être tentés de jouer cette carte. Alors, la Chine, c'est difficile parce qu'elle a une politique qui mixe une puissance à l'ancienne et une très intelligente compréhension de la mondialisation. Ça, c'est très, très compliqué. On peut en reparler, mais ça nous emmènerait trop loin. Il y a l'Inde. Il y a l'Inde dont je vous propose de suivre, non pas M. Modi, qui porte bien son nom, mais le ministre des Affaires étrangères, qui est un personnage tout à fait étonnant, qui s'appelle M. Subramanian Jaishankar. Rappelez-vous bien son nom. Qui a écrit un livre assez extraordinaire, justement où il dit tout ça. Il dit, mais bon, on pourrait ramasser cette dynamique nouvelle, et qui a proposé ce concept que les étudiantes et étudiants en relations internationales devraient travailler, qui est le concept de multi-alignement. On n'est plus dans le non-alignement, on est dans le multi-alignement. C'est très fin comme idée. Et un homme comme Lula, bon, qui maintenant est peut-être un peu âgé, mais vous savez, en a fait sa marque politique dans ses premiers mandats, où justement il jouait de cette coopération sud-sud. Je peux vous raconter une anecdote. Lula a eu le diplôme de docteur honoris causa de Sciences Po. Et en tant qu'internationaliste de service, j'étais chargé de lui tenir le crachoir avant d'entrer en scène, ce qui était pour moi un privilège extraordinaire. Et avec l'aide d'un interprète, parce que je ne parle pas le portugais, je lui ai dit, mais d'où vient cette obsession de la coopération sud-sud? Et Lula m'a fait cette réponse extraordinaire, que je donne toujours aux étudiants. Il a dit, écoutez, c'est très simple. Au début de mon mandat, on m'a invité à Davos. Et je m'y suis tellement emmerdé que j'ai eu envie de créer autre chose. Le Davos du Sud. Bon, c'est quelque chose qui germe, qui flotte, qui peut-être va rien donner, qui peut-être va être étouffé, j'en sais rien. Je voudrais vous donner un dernier exemple. Moi, qui me tient très fort à cœur, c'est que quand je vais en Afrique, j'adore avoir des amphis et j'adore les discussions avec la jeunesse africaine et avec les jeunes collègues africains. Mais ça pullule d'idées. Ça pullule de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, mais il y a là un monde réel, c'est de la pâte à faire quelque chose. Bon, simplement, le système de pouvoir en Afrique fait qu'on préfère jouer les relations clientélaires, c'est-à-dire l'ancien monde, que les relations, les dynamiques sociales. Vous savez, quand j'ai écrit, je me fais un peu de pub, quand j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Quand le Sud réinvente le monde », c'est exactement ce que je voulais mettre en paramètre. Vous le verrez, moi je ne le verrai pas. Vous le verrez. Antonin Knietschka. Monsieur, une question qui vient d'Internet. Ah. Comment penser la gouvernance globale de l'Arctique entre les acteurs qui veulent préserver l'environnement avant tout, ceux qui veulent profiter de la fonte des glaces pour ouvrir de nouvelles routes commerciales, et les intérêts des populations locales qui ne sont pas forcément considérés? N'est-ce pas irréconciliable? D'abord, je ne suis pas spécialiste de l'Arctique, c'est pour ça que j'ai eu peur quand la question m'a été adressée, mais le libellé de cette question correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ce fameux cercle herméneutique, c'est-à-dire qui fait que la partie détruit le tout parce que l'intérêt de la partie est de maintenir la compétition avec les autres parties. Je crois qu'effectivement... alors, je ne connais pas le dossier arctique, donc je n'en parlerai pas, mais dans les négociations transactionnelles, c'est ainsi que je les appellerai, la progression, sauf quand on ne peut absolument pas faire autrement. Moi, je donne toujours l'exemple de la Convention sur l'aviation civile. Il faut bien que les avions volent. Même M. Kim Jong-un, il respecte à la lettre les conventions de Varsovie et de Montréal. Parce que sinon, ça lui coûterait trop cher. Rappelez-vous, vous êtes peut-être trop jeune, le volcan islandais en 2010, le monde a failli chavirer parce que les avions ne volaient plus. Bon, là, c'est l'argument d'utilité et on oublie la formule transactionnelle. Alors, on ouvre les questions à la salle.
Surtout que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Donc s'il y a des questions, étudiants aussi, mais s'il y a d'autres questions... Oui, monsieur là-bas. Monsieur là-bas qui levait la main. Ah oui, après. Ouh là, ça je crains. C'est fixe. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur. D'abord, un petit rappel. Atatürk disait déjà la paix à la maison, la paix dans le monde. Donc c'était déjà perçu ce que vous avez décrit aujourd'hui. D'autre part, vous avez parlé de la mobilité, une des composantes importantes des trois composantes importantes de la globalisation. Mais on peut remarquer qu'il est beaucoup plus dangereux de traverser la Méditerranée que de faire le tour du monde en avion. Donc cette mobilité, elle est tout à fait partielle pour les hommes, pour les humains. En revanche, elle est complètement libre pour les capitaux, c'est bien connu, avec le monopole du SWIFT pour les transferts. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui peuvent, les États-Unis, bloquer les transferts ou les rendre difficiles. Alors, Merci. monsieur, vous avez totalement raison, mais tout en ayant raison, nous sommes d'accord. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il 50 000 morts au fond de la Méditerranée si on fait partir le compteur de l'année 2000? C'est la répression menée par les États, par l'ancien système, par ce système irréel. Et comment expliquez-vous, comment expliquerions-nous le fait que malgré un tel danger, 50 000 personnes au fond de la Méditerranée, on continue à vouloir traverser la Méditerranée? Ça prouve bien que l'idée de mobilité est socialement déjà établie et qu'on ne pourra jamais la remettre en cause. Que l'on prenne de tels risques, c'est parce que se construit, alors un terme qui m'est cher, que je n'ai pas employé dans mon exposé, ce que j'appellerais un imaginaire mondialisé. Le grand changement qu'il y a par rapport même à la génération qui me précède, c'est que du temps de mon père, l'imaginaire était national ou devenait vaguement transnational. Du temps de mon grand-père, il était national mais avait encore des connotations locales. Aujourd'hui, l'imaginaire est mondialisé. Rien ne m'a plus frappé que le jour où, étant à Lagos, j'ai demandé à voir le bidonville de Makoko. Le bidonville de Makoko, il est construit sur la lagune et des gens extrêmement pauvres, qui sont généralement d'ailleurs des immigrés béninois, qui ont en face d'eux les buildings, les gratte-ciel de la bourgeoisie pétrolière nigériane. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde et où tout le monde est connecté. Vous avez en Afrique 400 millions de personnes connectées qui entendent parler quotidiennement de ce qui est le monde. Et donc, ils se construisent un imaginaire mondialisé. Et cet imaginaire mondialisé, il devient la matrice incontournable de la mobilité. Cette mobilité, elle est déjà dans les têtes et dans les âmes. Simplement, elle est réprimée. Des milliards d'euros ont été dépensés par l'Union européenne pour réprimer la migration et à peine quelques centimes pour imaginer un monde de mobilité migratoire. Alors que nous sommes à un moment où nous avons besoin, ici en Europe, de migrants. C'est ça le paradoxe, la folie. On a besoin de migration. Voilà, mais bon. Nicole Niesotto. Merci beaucoup, Bertrand. Vous avez montré avec une clarté qui ne m'a pas étonnée comment le système des princes a disparu sous le coup de 3 chocs, la décolonisation, la désoviétisation et la mondialisation. Et que nous sommes partis maintenant dans ce nouveau système de sécurité globale qui n'existe pas dans la réalité, mais qui est la nouvelle réalité internationale. Sauf que, me semble-t-il, cette mondialisation qui en est le support, elle n'est pas un objet fixe. Elle-même, elle évolue, elle est un objet historique, elle a déjà eu plusieurs étapes de la mondialisation. On est aujourd'hui dans une espèce de crise, voire non pas de démondialisation, mais dans une crise interne de la mondialisation où les trois caractéristiques que vous
aviez signalées, c'est-à-dire l'inclusion, l'interdépendance et la mobilité, sont toutes les trois remises en cause en même temps. On n'inclut plus la Russie, on désoviétise la mondialisation. On est aujourd'hui dans une mondialisation dérussifiée. L'interdépendance, on s'en méfie comme en 40, depuis le Covid, les Doliprane, le pétrole et autres. Et la mobilité, vous l'avez dit vous-même, on met des murs aux migrants un peu partout dans le monde. Et donc ma question est-ce qu'on est vraiment passé d'un système hobsien à un système globalisé, ou est-ce qu'on n'est pas dans un troisième système qui est un peu le mauvais côté des deux précédents, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni totalement gouverné par les princes, ni totalement gouverné par l'intérêt global des humains, ce qui serait encore moins optimiste que votre exposé. Alors, d'abord, il faut être pessimiste, parce qu'on gagne à tous les coups quand on est pessimiste. Hein. Si ça se réalise, vous dites, je vous l'avais dit, puis si ça ne se réalise pas, ben, c'est la divine surprise. Donc, restons pessimistes, mais j'ai un léger désaccord, qui n'est pas un désaccord de fond, qui est un désaccord peut-être d'interprétation, peut-être même sémantique. Je ne crois pas qu'il y ait de crise de la mondialisation. Il y a une crise dans les modes de gestion de la mondialisation. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'inclusion soit remise en cause, puisque les logiques autarciques, le pays à part, le cavalier seul, ce n'est plus possible. L'interdépendance, mais avec le conflit russo-ukrainien, au contraire, elle rebondit. C'est-à-dire que si l'interdépendance était morte, mais alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de crise énergétique dans les pays d'Europe occidentale aujourd'hui. On n'a pas dérussifié, on a essayé d'exclure, et cette exclusion a montré justement l'effet retour, c'est-à-dire que comme on est dans une logique d'interdépendance, eh ben, on souffre de l'exclusion que l'on a provoquée. Tout ça montre la vitalité des nerfs de la mondialisation. C'est le mode de gestion. On a connu, et là je vous rejoins tout à fait, différentes étapes dans la gestion de la mondialisation, et notamment une étape néolibérale. Mais l'erreur, c'est de considérer que néolibéralisme se confond avec mondialisation. Le néolibéralisme, c'est un mode de gestion de la mondialisation. Alors, j'avais une fois suggéré à un acteur politique français de gauche de prendre comme slogan « pour une mondialisation de gauche ». Il a fait une syncope pratiquement, donc j'ai tout de suite arrêté. Mais c'est drôle comme c'est devenu tabou, cette idée-là. C'est-à-dire, la mondialisation, pour moi, c'est comme le cholestérol. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est-à-dire la bonne et la mauvaise mondialisation. On peut faire de la bonne mondialisation. Ça s'appelle solidarité, ça s'appelle régulation, ça s'appelle échange, ça a plein de noms, n'est-ce pas ? Institutionnalisation, multilatéralisme social, comme disait Kofi Annan. Mais en fait, nous sommes dans un contexte nouveau sur lequel pèse encore un déni stratégique. Et ce déni stratégique, c'est celui de tous les acteurs, notamment politiques, mais pas seulement politiques, qui craignent que reconnaître la mondialisation leur fasse perdre des avantages. Et donc, à cause de ça, on tâtonne, mais cette mondialisation, je ne vois pas en quoi l'interdépendance est remise en cause. Elle ne fait que s'aggraver, l'interdépendance. Suivez les travaux qui sont faits sur le lithium, qui est, comme vous savez, maintenant une composante essentielle, justement, à l'économie moderne. Eh ben, vous verrez à quel point on est dans des logiques d'interdépendance. Parlons des terres rares, parlons, etc., etc. Simplement, je crois que nous ne savons pas ou nous ne voulons pas assurer cette gestion, inventer les éléments de cette gestion. Et pourtant, lisez les rapports de toutes les commissions très nombreuses
qui se sont réunis dans les années 80, la commission Brandt, la commission Brundtland, la commission Rampal, Carlson, etc., vous verrez qu'à chaque fois, ça fourmille d'idées. Hein. Et la mobilité, c'est la même chose. Bien sûr qu'on construit des murs, mais ensemble et tous les deux, on a participé à un très beau forum pour la paix en Normandie qui expliquait comment les murs ils étaient mis en échec de manière presque plus radicale que la manière dont ils ont été érigés. Alors, vous acceptez encore une question? Avant que je ne m'effondre, oui. Alors, la dernière question. La dernière, monsieur, la dernière. Ah oui, allez-y. Je commence. Oh non, non. C'est l'heure. Je reviens sur le côté multilével de la structure mondiale. Et effectivement, au début de l'Europe, on disait déjà, on voit bien que les nations sont trop petits pour les grandes choses et trop grands pour les petites choses. Le blocage de la souveraineté de la construction européenne, c'est bien vu. Et on voit bien qu'on n'a pas résolu l'incompatibilité d'une gouvernance mondiale et de la souveraineté des États. Et donc, ce côté multilével est très interpellant. Ce que disait quelqu'un avant, Atatürk, entre la paix chez soi et la paix dans le monde, on peut concevoir effectivement entre la paix chez soi, le village, la région, le pays, puis le monde. C'est ce qu'Olivier Rey appelle l'effet de taille. Il y a un livre d'Olivier Rey, le philosophe français, Effet de taille. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de structure fractale de la paix, c'est-à-dire d'arriver à avoir une structure qui s'emboîte les unes dans les autres avec un petit peu les mêmes schémas, si on ne peut pas travailler sur cette structure fractale, et avec le problème qui est l'interaction entre chaque couche, d'une couche à l'autre, comment ça s'assemble bien, ou au contraire ça rentre en conflit d'une couche à l'autre. Mais pas 3 couches, mais une infinité plus grande de couches. Millefeuille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'un des obstacles à la chose, j'en reviens à un des arguments de mon propos, c'est le problème d'intercompréhension. C'est-à-dire que l'on ne donne pas à la paix la même définition partout. Et personne ne travaille là-dessus. Alors, sur le plan scientifique, des sciences sociales, moi, je travaille là-dessus, je suis désespéré de trouver une très très faible bibliographie. Mais sur le plan politique, c'est encore pire. Quand un président de la République, dont je ne dirais pas de quel pays il s'agit, va à Ouagadougou et devant un parterre d'étudiants, une salle surchauffée, voit le président Kaboré quitter la salle, et qu'il dit il est parti réparer la clim. Est-ce qu'il aurait dit ça de Mme Merkel ou de M. Trump? Bon, pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne savons pas encore nous parler les uns les autres. Nous ne savons pas déployer vis-à-vis de l'autre le système de sens qui créera une convergence. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et à partir de ce moment-là, ce que vous dites éblouira, c'est-à-dire effectivement cet emboîtement. Mais on a tous joué dans notre enfance aux jeux de construction. Lorsque les pièces ne sont pas faites de la même façon, parce qu'elles n'ont pas la même histoire, non pas parce que la nature est différente, tout simplement on n'a pas la même expérience et la même histoire, on n'arrive pas à emboîter les pièces les unes des autres. Merci beaucoup Bertrand Badie, merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans cet amphithéâtre pour accueillir Bruno Tertrais qui n'a pas écrit la Troisième Guerre mondiale a commencé. Non, c'est pas lui. Je sais bien. En fait, il ne dira pas la même chose que moi. C'est pour ça que je fais un peu la...